dans la francophonie numérique, où on est en compagnie de François Bédard du CIAN, du Conseil canadien d'identification et d'authentification numérique. Donc, pour cette prochaine session, on va parler de 5G et d'identité numérique, les relations de transparence et de confiance avec le public. Donc, je vous rappelle en fait certaines consignes. Si vous avez des questions que vous désirez intervenir avec poser des questions aux intervenants, panélistes, on vous invite à le faire dans le chat et à quelques minutes avant la fin de la session, on va transmettre nous les questions au panel. Puis ensuite, à la fin de la session, si vous désirez poursuivre l'après-midi avec nous, c'est important de retourner vraiment dans toute la banque de sessions et de se connecter à la prochaine session qui débutera, elle, à 15h05. Donc, sans plus attendre, je laisse le privilège à François Bédard de vous présenter ses intervenants pour la prochaine session. Merci Maude. C'est un privilège aussi d'être là sur un thème qui vient me toucher beaucoup. On parle de 5G, identité numérique, puis aussi relations de transparence et de confiance avec le public, mais aussi de théorie de complot aussi qui peut exister derrière, parce que c'est pas parce que les choses existent que les gens sont au courant de ce qui se passe. Donc, avoir une espèce d'esprit critique sur ce qui est propulsé, diffusé ou rendu accessible. Mais je vais vous laisser, je vais vous présenter mes panélistes et merci d'être là aussi. Et merci à ma collègue Mélissa du CIAN d'avoir proposé ces grandes femmes-là. Donc, il y a premièrement Dr Soumaya Ben-Latifia qui enseigne à l'UQAM à la maîtrise en innovation. Il y a Roula El Khalil qui est chercheur au Centre de prévention de la radicalisation qui va nous faire aussi une présentation. Il y a Dana Cortenerou, excuse-moi Dana, qui est directrice de Civics Québec, mais on va commencer par la présentation de Soumaya. Soumaya nous a fait un enregistrement, donc ça va être plus facile de suivre sa présentation dans l'interface. Bonjour à tous, donc Soumaya Belletaïfa, professeure à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, professeure en stratégie et innovation. Il me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi et d'ouvrir un peu le bal de ce panel pour parler de la 5G, pour parler de la 5G dans les faits, justement d'un point de vue technologique. Je vais parler de 3 thèmes essentiellement. Donc d'abord la 5G, donc de quoi on parle, de quelle technologie. Je vais ensuite parler un peu des déclinaisons pour la 5G, donc l'utilité, en quoi justement est-ce que c'est aujourd'hui important d'avoir la 5G, pour quel vecteur, pour quel secteur. Je vais ensuite parler du taux d'adoption justement de la 5G aujourd'hui, de quoi on parle exactement, que ce soit en Amérique du Nord ou dans le monde. Et finalement, donc je vais finir avec les perspectives de la 5G justement. Donc voilà, donc je commence avec Bonjour à tous. D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité, d'être parmi vous durant cette semaine de la francophonie et donc pour cette conférence du 17 mars sur justement l'identité numérique et la 5G. Donc, Soumaya Belletaïfa, professeur à l'USU UQAM, professeur en stratégie et innovation. Et je vais avoir le plaisir, durant ces 10 minutes à peu près, de vous présenter un peu de la 5G pour introduire justement le thème de la 5G qui sera ensuite poursuivi avec d'autres collègues. Donc voilà. Donc, bonjour à tous. D'abord, je poursuis avec justement le thème de la technologie de rupture. Alors, comme vous pouvez voir ici, donc on voit ici les limites un peu de la 4G à travers ce modèle. Contrairement à la 4G, ben finalement la 5G, c'est vraiment une technologie qui est une technologie de rupture. Pourquoi? Parce que tout simplement depuis son émergence, elle a été conçue pour justement répondre à une diversité d'usages,
et aussi avec un périmètre qui est assez large, à la fois pour l'usage. Ouais. Alors maintenant, donc une fois qu'on a compris un peu, on a un peu vulgarisé de quelle rupture on parle d'un point de vue technologique. Ce qui est important, c'est de savoir aussi qu'il y a trois déclinaisons finalement pour cette 5G qui sont schématisées ici. Donc ici, donc on a le schéma un peu en anglais. Donc il y a la première déclinaison justement qu'on voit, donc ce qu'on appelle l'URLLS, donc l'Ultra Reliable Low Latency Communication. Donc ce qu'on explique par la très faible latence. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette catégorie? Ben, il y a un peu toutes les communications ultra fiables et qui sont à faible latence. Donc, on parle tout ce qui est automatisation, tout ce qui est les services d'urgence, tout ce qui est justement voiture automatique sans chauffeur, tout ce qui est justement chirurgie justement à distance. Donc, ça correspond justement à cette déclinaison-là. Ensuite, donc, on a une deuxième déclinaison ici, donc toujours dans la base de la pyramide. Le MMTC, donc Reliable Massive Machine Type Communication, ou le Massive IoT, donc Internet of Things. Alors, à quoi correspond cette deuxième catégorie? Ben, finalement, ici, ce qu'on peut faire, c'est de mieux connecter des objets qui sont très densément répartis sur un territoire, avec justement une augmentation exponentielle du nombre d'objets connectés. Donc ici, on pense à quoi? On pense justement à tous les projets de villes intelligentes, de quartiers intelligents, de maisons qui est connectée, de tout ce qui est justement électronification des transports, de tout ce qui est agriculture intelligente. Donc ça, c'est un peu la deuxième déclinaison de la 5G. Et finalement, donc on a un troisième usage ou une troisième déclinaison pour la 5G. C'est justement l'Enhanced Mobile Broadband. Donc c'est un peu le gros débit. Et finalement, dans cette catégorie, on a une connexion qui est en ultra, évidemment, haut débit, comme son nom l'indique, et c'est nécessaire à certaines applications et services plutôt orientés justement au grand public ici. Donc, on parle de tout ce qui est justement live streaming en général, tout ce qui est accès au cloud, tout ce qui est justement jeu, tout ce qui est télé-réalité, 3D, etc. Donc ça, c'est plus justement c'est essentiellement tout ce qui est divertissement qui concerne justement la 5G. Donc voici finalement donc les trois déclinaisons. Alors donc maintenant qu'on a vu un peu les usages justement de la 5G, ben, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que finalement en termes de taux d'adoption, par contre, ben, le taux d'adoption reste quand même assez faible. Alors le plus grand taux d'adoption, c'est évidemment la région de la Grande Chine, incluant Macao, Hong Kong et Taïwan, mais quand même le taux d'adoption il est à peine de 29%. L'Amérique du Nord ensuite, donc elle accuse un retard puisque justement on parle de 13% seulement. On a en troisième position l'Europe avec un taux de 4%, vraiment loin derrière l'Amérique du Nord et la Chine. Et finalement, la région Asie-Pacifique avec un taux d'adoption justement de 2% seulement. Et les régions d'Amérique du Sud, Moyen-Orient, Amérique du Nord, ainsi que l'Afrique saharienne, ne sont qu'à 1% de taux d'adoption sur leur réseau mobile. Donc vraiment, la 5G, elle tarde vraiment à se décliner. Comme on voit. Donc finalement, donc malgré tout ce qu'on a vu comme avantage en termes d'usage, en termes de capacité, les 8 indicateurs de performance de la 5G par rapport à la 4G, et même par rapport justement à tout l'historique de développement depuis 1980 en termes de débit, de temps de chargement, etc. Eh bien, la 5G aujourd'hui ne représente que 8% du total des communications mobiles.
dans le monde, mais on pense que c'est d'ici 2025 qu'une communication sur 4 pourra être réalisée en 5G dans le monde. Donc voilà pour ma première partie qui est plus d'introduire un peu la 5G, de quoi on parle, de quelle performance, quels sont les taux d'adoption, quelles sont aussi les perspectives à l'avenir. Et donc voilà, je cède maintenant la parole à la suite pour le panel. Merci et je reste disponible pour les questions. Merci beaucoup, Soumaya. Je pense que ça met la table sur ce que certaines technologies peuvent faire et comment elles y contribuent. Et on entend beaucoup parler de la 5G, mais moi-même, je ne pensais même pas qu'on était qu'à 5% de son déploiement parce que c'est une nouvelle connectivité. Donc, on sait que les réseaux télécoms vont être de plus en plus puissants, de moins en moins de latence, mais ça veut-tu dire plus de bruit, moins de contenu, moins de perspectives et plus du grand n'importe quoi. Et c'est ça ma grande crainte aussi. Et là, j'ai envie de donner la parole à Roula pour qu'elle nous parle un petit peu de ce que le Centre de prévention de la radicalisation fait comme exercice. Et merci de nous prendre en charge pour nous dire exactement tes champs d'intervention, tes projets de recherche et en quoi tu contribues à cette meilleure société-là, à la limite. Pour essayer un peu de répondre, ce que fait le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, c'est vraiment de la prévention. Dans un premier temps, on a plusieurs équipes qui travaillent au centre. On a l'équipe d'éducation, donc qui offre des formations. On a eu des formations durant la pandémie, mais même aujourd'hui sur comment résister aux théories de complot, comment résister aux discours haineux. On a aussi une équipe de mobilisation, donc qui est vraiment sur le terrain, qui offre aussi de l'accompagnement communautaire pour des personnes qui ont eu un parcours de radicalisation ou qui sont dans un parcours de réintégration dans la société. On a aussi une équipe de recherche dont je fais partie et on travaille beaucoup sur tout ce qui est radicalisation. On a dernièrement publié en décembre dernier un rapport sur les actes haineux au Québec. Donc, nos champs de recherche sont vraiment axés sur la radicalisation, sur la prévention, mais également sur les discours et les actes haineux. On va bientôt lancer aussi des fiches sur, par exemple, le racisme envers les musulmans, le racisme antisémite, le racisme envers la communauté noire, le racisme envers les personnes ayant un handicap, et aussi le racisme envers des personnes avec des genres différents. Donc, c'est vraiment sur cet axe vraiment de prévention dans lequel le centre travaille. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on en apprend encore tous les jours. Donc, merci d'être là et on est très attentif à ta présentation. Parfait. Je vais partager mon écran pour ma présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier le Conseil canadien de l'identification et de l'authentification numérique de m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler de la 5G et des théories du complot. Donc, comme on l'a vu, la COVID-19 a véritablement créé une situation d'infodémie sans précédent, confinant certaines personnes dans des communautés idéologiquement homogènes. Et sans plus tarder, je vais vous présenter mon plan de cette présentation. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'une théorie du complot, qu'est-ce qu'on entend par désinformation, fake news, mésinformation, des termes qu'on a vu beaucoup être relayés durant la pandémie. Quel lien y a-t-il entre la 5G et les théories du complot et quels sont les mécanismes d'adhésion aux thèses conspirationnistes? Et enfin, je finirai par quelques ressources et recommandations. Donc, qu'est-ce qu'une théorie du complot? Donc, une théorie de complot, c'est une théorie qui est non scientifique, qui consiste à attribuer et à expliquer les causes d'un événement ou d'un fait historique par l'existence d'un complot orchestré par des individus qui agiraient de manière dissimulée et malveillante pour faire valoir leur propre intérêt et ainsi contrôler le monde.
Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par désinformation, fake news? Je vous dirais que fake news, c'est un concept qui est assez polysémique et politiquement controversé. Mais c'est vraiment qu'à partir de 2016 que le terme prend tout son ampleur avec les élections présidentielles américaines et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Mais depuis, le terme est devenu un concept assez fourre-tout. On s'entend pas ni dans les revues de littérature, ni dans l'opinion publique sur la définition même de fake news. Et donc, on est plutôt sur d'autres mots comme mésinformation. Et la mésinformation, c'est une information qui n'est pas exacte, qui est peu fiable, et où le diffuseur de cette information la répand par inadvérence et se soucie peu de l'effet que cela peut avoir sur la société. Donc, mésinformation, c'est plutôt la personne qui la diffuse n'a pas une intention forcément malveillante. Alors que la désinformation, c'est une information inexacte et intentionnelle et le diffuseur de cette information vise à tromper de façon délibérée. Et enfin, malinformation, c'est véritablement l'intention de nuire. Et on l'a vu, en fait, c'est véritablement durant les crises sociales où, en fait, c'est vraiment des moments propices où il y a eu la diffusion de théories du complot. Je tiens quand même à préciser, les théories du complot n'existent pas juste durant la pandémie, ils ont existé bien avant et ça remonte même jusqu'aux années 90. Maintenant, quel lien y a-t-il entre la 5G et les théories du complot? Et pour ce faire, j'ai essayé de faire une recherche assez exploratoire avec un de mes collègues au centre pour voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment sur Telegram et sur Twitter. Et j'ai essayé de diviser les principales thématiques en 4 points. Donc, la première théorie du complot lierait en fait la 5G à l'origine du Covid. Autrement, on retrouve des tweets et des conversations sur Telegram qui lieraient en fait la 5G comme étant la cause de la Covid-19. Et les tenants de ce discours disaient que en installant les tours de 5G en Chine, eh bien la Covid-19 a été déclenchée. Je vous laisse quelques secondes pour lire un peu les exemples qu'on a ici. Et ensuite, une deuxième partie, c'était sur la 5G et la propagation du virus. Et selon cette théorie, la 5G baisserait notre système immunitaire, qu'elle rendrait les gens plus sensibles au virus, voire les tuerait. Et on avait une troisième thématique, c'était la 5G et le contrôle social. Et là, on retrouvait véritablement une variante de théorie de complot, comme le gouvernement aurait injecté des puces 5G dans le vaccin pour nous contrôler, que l'oxyde de graphène amplifierait les signaux de la 5G dans le corps. Je tiens à préciser, pour les gens qui ne le savent pas, l'oxyde de graphite, qui est aussi l'acide graphitique, c'est un composé inorganique de carbone, d'oxygène et d'hydrogène dans des ratios atomiques variable et qui est obtenu en traitant du graphite avec des oxydants forts. Je tiens quand même à vous rassurer, les vaccins ni pour combattre la Covid-19, ni ceux qui sont mis sur le marché ne contiennent du graphène. Et je vous laisse aussi quelques secondes pour lire les quelques exemples que j'ai pu recueillir. Donc, certains disaient que l'oxyde de graphène, quand il est à l'intérieur du corps, il se connecte à l'hydroxyde et provoquerait ainsi le magnétisme des gens. Donc, voilà. Ensuite, une dernière thématique, c'était la liaison en fait de la 5G et de la conspiritualité. Et selon les conspirationnistes, la Covid-19 préparait en fait notre corps à un état de conscience supérieur qu'on appelle la 5D ou la 5e dimension ou The Great Awakening. En fait, les tenants de ce discours diraient que le but véritable du gouvernement ou, comme ils le disent, les forces de l'ombre, donc le gouvernement, les élites politiques et les médias chercheraient à modifier notre code génétique et nous mainteniraient dans une 3e dimension. Et la façon la plus puissante pour intégrer cette 5e dimension, il fallait créer notre propre vérité, notre propre réalité, et c'était en fait de ne pas se faire vacciner, de combattre ce que disent les gouvernements, etc.
Pour essayer d'aller plus là que je vous ai montré plus ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il y a 2 études intéressantes qui ont une partie sur le Canada, mais aussi sur le Québec. Notamment la première où les auteurs se sont questionnés sur comment l'exposition et la confiance dans les sources d'information, ainsi que l'anxiété, sont associées aux croyances, aux théories du complot et la désinformation dans 8 pays. Donc, on a étudié ici 8 pays, dont la Belgique, le Canada, l'Angleterre, les Philippines, Hong Kong, Nouvelle-Zélande, les États-Unis et la Suisse. Et l'échantillon était composé d'un échantillon multinational représentatif de 8806 répondants adultes, et on avait, je pense, en moyenne 2000 répondants canadiens. Et la base de données, c'était une enquête en ligne qui a été menée du 29 mai 2020 au 12 juin 2020. Et ce qu'on demandait aux répondants, c'est s'ils étaient d'accord ou pas d'accord avec les 3 déclarations suivantes. Donc, on avait la première déclaration: je pense que le virus a été intentionnellement fabriqué dans un laboratoire. Je pense qu'il existe un lien entre la technologie 5G et le coronavirus. Et enfin, je pense que mon gouvernement cache des informations importantes entourant le coronavirus. Et ensuite, les réponses ont été placées sur une échelle de billets de complot. Quelques résultats intéressants, et ici je vous présente, j'ai isolé juste les résultats qui concordent avec le cas canadien pour donner une idée, en fait, en état de lieu de ce qui se passe au Canada. Donc le premier résultat qu'on a trouvé, c'est une plus grande exposition aux médias traditionnels, donc télévision, radio, journaux, était associée à des croyances plus faibles en matière de croyances aux théories du complot. De plus, l'exposition aux médias numériques et au contact personnel était associée à une plus grande croyance aux théories du complot et à la désinformation. De plus, l'exposition aux acteurs politiques, bizarrement, et par rapport aux autres pays, au Canada, l'exposition aux acteurs politiques n'était pas associée à de plus grandes croyances complotistes et de la désinformation. Et ensuite, l'exposition à des experts de la santé était associée à des croyances complotistes plus faibles. En plus, les moins de 55 ans, donc les plus jeunes, étaient plus susceptibles d'obtenir un score élevé sur l'échelle des billets de conspiration. Et enfin, des sentiments plus élevés de dépression sont également associés à de plus grandes croyances en matière de complot et de désinformation. Je tenais quand même à souligner que dans l'étude, qui est basée donc sur 8 pays, les répondants de la Nouvelle-Zélande et le Canada, surtout le Canada, ont rapporté quand même les scores les plus bas en termes de croyances dans les théories du complot. Donc, il ne faut pas surestimer non plus le taux d'adhésion à ces théories ou à ces croyances complotistes. Il a été aussi clairement expliqué que les répondants des pays qui ont un système politique favorable aux médias, dont la Belgique, la Suisse, le Canada, rapportaient certains des croyances les plus faibles en matière de complot et de désinformation, alors que les croyances complotistes qui sont les plus élevées étaient chez des répondants dont les pays ont un environnement politique et médiatique très polarisé, donc un peu comme les États-Unis. Ensuite, la deuxième étude est là beaucoup plus psychologique, et l'objectif était d'étudier le syndrome de stress post-traumatique et le trouble anxieux généralisé durant la pandémie. Et l'échantillon était composé de 600 adultes canadiens dans 2 contextes différents. Donc, on avait 300 au Québec, donc la partie française du Canada, et 300 qui venaient d'ailleurs du Canada. Et la base de données, c'était aussi un sondage en ligne qui a été mené du 8 au 11 avril 2020. Et les résultats sont aussi très intéressants puisque les proportions les probabilités d'avoir le trouble de stress post-traumatique, le syndrome de stress post-traumatique et de troubles anxieux généralisés étaient observés chez 25,5% et 25,4% des répondants. Et alors que ces proportions étaient significativement plus faibles au Québec qu'ailleurs au Canada. Aussi, percevoir un niveau élevé de menaces et être victime de stigmatisation était positivement associé à ces 2 troubles, et pas forcément la quarantaine ou l'isolement, et encore moins les pertes financières. Ensuite, un niveau élevé de confiance dans les autorités était le seul facteur qui était associé à un risque plus faible d'avoir en fait ces troubles.
Et fait intéressant, la moitié des Québécois qui déclaraient un degré de confiance très élevé envers les autorités publiques. En fait, ils étaient 49,6% à déclarer un degré de confiance très élevé, comparativement à 26,8% seulement pour ceux du reste du Canada. Maintenant, passons ensuite sur les mécanismes d'adhésion aux thèses conspirationnistes. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne va adhérer à certaines thèses conspirationnistes? Et ici, j'ai essayé de me limiter à quatre facteurs principaux qu'on retrouve beaucoup dans la littérature. Et le premier, c'est les facteurs psychosociaux. Donc, on l'a vu, les gens, durant la pandémie, avaient peur pour leur santé, celle de leurs proches, certains ont perdu leur emploi, avaient des problèmes avec leurs entreprises. De plus, l'isolement social, le manque de socialisation, tout ça, c'est des facteurs de vulnérabilité. Certes, il y a aussi les facteurs sociodémographiques. On parle, il y a des jeunes qui adhèrent plus aux théories de complot, de même que les personnes ayant un niveau moins qu'universitaire. Il y avait aussi les conditions familiales ou maritales compliquées. Certaines personnes ont dû retourner vivre chez leurs parents car ils avaient plus de revenus, plus de boulot, donc perte de statut social, alors que ça faisait 5 ans, par exemple, qu'ils vivaient seuls en appartement. Et enfin, le manque de données scientifiques. Le manque de données probantes scientifiques peuvent rendre les gens méfiants envers les autorités, envers les médias traditionnels, par exemple. Et en fait, ça conforte les théories de complot, ça conforte les gens, ça les rassure parce qu'ils ont une réponse à leurs questions. Maintenant, vous allez me dire les conséquences. Eh bien, il y a quand même des conséquences notables sur le tissu social. La désinformation et les théories du complot peuvent polariser l'opinion publique, promouvoir l'extrémisme violent et les discours haineux et contribuent également à la réduction de la confiance de la population dans les instances démocratiques. Les campagnes de désinformation ont également conduit, on l'a vu, à des soulèvements violents contre l'État, contre certains leaders politiques, ainsi que les forces de l'ordre. Ça s'est soldé, par exemple, par 2 complots promulgués contre les hôpitaux. Les antennes 5G ont été incendiées au Québec. Et elle s'est également soldée par une augmentation des actes haineux. Des actes haineux ont été posés contre les communautés asiatiques et d'autres personnes qui s'identifient comme une minorité visible. Maintenant, passons à certaines recommandations, même si elles ne sont pas très exhaustives non plus. Tout d'abord, je pense que c'est très important de développer des programmes sur l'éducation aux médias, mais aussi le développement des compétences informationnelles chez les gens. Interroger aussi le rôle des entreprises du numérique dans la circulation de l'information, comment ils gèrent ça. Limiter en tant que citoyen équipé de sophistication politique, d'arrêter de diffuser de l'information que l'on soupçonne qu'elle n'est pas forcément exacte, éviter de les partager, de les retweeter, créer des espaces de dialogue, essayer par exemple de faire réfléchir des membres de la famille, des amis, dont on s'aperçoit qu'ils adhèrent à des idées complotistes dans le contexte de pandémie. Et il faut engager le dialogue avec eux, il faut éviter surtout de les prendre de front, de les insulter, parce que cela va les braquer forcément, mais plus aller de façon plus subtile, tenter de les écouter, poser des questions sur pourquoi ils trouvent ces informations-là convaincantes, et puis essayer de désamorcer et de les faire réfléchir sur le régime de consommation d'informations. Et aussi fournir de l'accompagnement. Et dernier point que je tiens quand même à souligner, c'est prendre au sérieux les préoccupations et les inquiétudes des gens par rapport à la 5G. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le bateau et de leur mettre une étiquette théorie, c'est un complotiste. Il y a des gens qui sont préoccupés et sont inquiétés par rapport à la 5G et c'est notre rôle et aussi au rôle des entreprises numériques de vulgariser sur c'est quoi la 5G. Et enfin, pour ce qui est des ressources, eh bien, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence a offert et offre encore des webinaires sur comment engager le dialogue avec une personne qui adhère aux théories du complot, comment aborder des sujets sensibles et complexes dans le contexte éducatif, et aussi des webinaires sur comment résister aux théories du complot et aux discours haineux en temps de coronavirus. Je tiens à préciser aussi que le centre offre un groupe de soutien en ligne qui est gratuit et encadré par des professionnels du centre et qui est
qui est en fait pour les personnes dont des membres de leur famille ou leurs collègues, leurs amis croient à ces théories. Et c'est un espace vraiment confidentiel, anonyme, où chacun peut peut exprimer ses préoccupations et ses ressentis. Le but vraiment, c'est de favoriser le partage de vos expériences liées au phénomène dans un espace sécuritaire, inclusif et sans jugement. Ça permet aussi de briser l'isolement que vous avez pu ressentir ou que vous ressentez lorsque des membres de votre famille ou vos proches ont adhéré à des théories du complot, et ensuite échanger sur des thématiques et des problématiques en lien avec le phénomène. La première rencontre a commencé le 16 mars, mais il y a 2 autres dates, dont le mercredi 27 avril 2022 de 18h30 à 20h et le mercredi 8 juin 2022 de 18h30 à 20h. Et pour en savoir plus, je vais vous mettre le lien, mais vous pouvez également écrire à l'équipe de l'accompagnement du centre de prévention. En tout cas, merci pour votre écoute et je vous retourne la parole. Voilà, merci beaucoup. C'est un privilège de t'avoir là, d'être si généreuse à amener ça à notre audience, parce que pour moi, il y a un lien immédiat sur l'identité, les niveaux de confiance, les gouvernements, l'éducation aux médias. Je pense qu'il y a une énorme blessure psychique qui est en train de se faire. Il y a énormément d'anxiété, de troubles mentaux. Il faut être extrêmement sensible à ce qui se passe et surtout être attentif. Je te dis ça même à titre de parent qui est très sensible à ce truc-là depuis très longtemps. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir partagé cette information-là. Et ça amène exactement à mettre la table à ce que Dana a fait avec Civics Québec, qui est anecdotiquement un programme que moi-même j'ai appliqué dans l'école de mes enfants au niveau d'éducation aux médias. Donc, je trouvais ça fascinant que maintenant, Dana, tu peux te joindre à cette communauté-là puis que tu viennes parler de ce que tu fais avec Civics Québec. Donc, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'invitation et aux autres présentateurs. Je peux commencer un peu où a terminé Raoula avec donc on est aussi dans la prévention et donc une de ces recommandations c'était bien sûr l'éducation aux médias et surtout d'aider les jeunes à développer des bonnes compétences informationnelles. Et c'est justement ce qu'on fait à Civics et Civics Québec. En fait, Civics, c'est un organisme à but non lucratif qui est plus connu en fait pour les élections parallèles qu'on fait avec les jeunes partout au Canada. Donc, les jeunes qui ont en bas de 18 ans, on pense que c'est important pour eux d'avoir une première expérience de vote à l'école. Parce que comme ça, ils ont plus de chances d'aller voter une fois qu'ils ont 18 ans. Et donc, ça fait plusieurs années qu'on fait cette élection parallèle et on s'est rendu compte que, en fait, si on veut que les jeunes votent, il faut aussi qu'ils votent de façon informée parce que si on veut avoir une démocratie saine et forte, en fait, c'est pas juste une question de faire un X à côté d'un non. Il faut aussi savoir pourquoi est-ce qu'on vote pour telle personne et pas pour une autre. Donc, alors, on s'est penché un peu plus sur l'éducation aux médias, l'information et surtout l'information en ligne. Parce que les jeunes, ils vont pas nécessairement regarder les nouvelles à 5 heures ou à 6 heures. Ils vont surtout regarder les réseaux sociaux. Ils vont voir ce que leurs amis et leur famille partagent en ligne. Et donc, c'est un peu là que la désinformation et la mésinformation se propagent. Donc, on a juste voulu voir comment est-ce qu'on peut aider. Nous, on travaille avec les enseignants, mais en fait, on apporte des programmes d'éducation que les enseignants peuvent mettre en pratique dans les salles de cours. Donc, on a essayé de voir quelle est la meilleure façon, donc, quelle serait la solution pour que les jeunes savent bien s'informer en ligne. Parce que, en fait, s'informer en ligne, déterminer si une information est factuelle, si c'est vrai, si une source elle est crédible, si elle est fiable. En fait, c'est pas les mêmes techniques qu'on utilise quand on lit des livres ou quand on s'informe sur d'autres types de médias. Donc, on s'est penché un peu sur les recherches qui ont déjà été faites dans ce domaine et on a trouvé
fait plusieurs recherches, une en particulier qui a été faite aux États-Unis avec le Stanford History Education Group, qui, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des étudiants, ils ont pris des vérificateurs des faits, ils ont pris des professeurs et ils leur ont montré des informations en ligne. Ils ont voulu voir qui va trouver, qui va savoir si cette information est fiable, si c'est vrai ou pas, et combien de temps est-ce que ça va leur prendre. Donc, ils ont trouvé qu'en fait, les étudiants universitaires, les professeurs, ils ont eu beaucoup de mal à se retrouver dans cette, ce qu'on appelle, nous, la pollution informationnelle en ligne. Tandis que les vérificateurs de faits, ils ont trouvé rapidement, ah oui, cette source, c'est fiable, je peux me fier. Oui, cette information a été vérifiée. Et donc, ils ont regardé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ça leur a pris quelques secondes, quelques minutes pour arriver à la bonne réponse? Tandis que des personnes qui sont, je veux dire, qui dans leur, qui s'informent bien normalement, qui ont peut-être un esprit critique aussi, ils sont pas capables de bien déterminer en ligne quelle information est fiable. Donc, ils sont arrivés à la conclusion que la meilleure chose à faire en ligne, en fait, c'est de ne jamais rester sur un site web et de faire ce qu'on appelle la lecture latérale. Donc, latérale, ça veut dire tout simplement aller ouvrir un autre onglet et trouver ce que les autres disent, que ce soit de confirmer une affirmation, que ce soit quand on tombe sur une source qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on reste sur la page pour apprendre si cette source est bien fiable ou est-ce qu'on va aller voir ce que d'autres personnes disent sur la source ou est-ce qu'il y a eu d'autres informations pertinentes qui puissent nous guider à donner une meilleure avis sur la source en question. Donc voilà, ça c'est en gros la lecture latérale et donc Civix l'année dernière a fait sa propre recherche. Après avoir nous avons développé des outils, des ressources en ligne justement pour aider les jeunes à développer cette compétence de lecture latérale. Et donc, on a voulu voir, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vraiment les jeunes s'informent mieux une fois qu'ils mettent en pratique cette technique? Et je vais peut-être rapidement vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais oui. En fait, tout ce programme s'appelle Contrôle-F et la recherche en question, c'est aussi Contrôle-F, repenser l'enseignement de la littératie numérique. Et en fait, au début de l'étude, on a remarqué que, en fait, les 3/4 des jeunes, donc on parle ici des élèves de secondaire essentiellement, ne savaient pas, en fait, ne savaient pas déterminer si une information était fiable en ligne parce qu'ils se préoccupaient plutôt de l'apparence ou de leur instinct pour savoir, ah oui, ça c'est fiable ou non. Et donc, les enseignants qui ont, je vais arrêter de partager, les enseignants qui ont mis en pratique ce programme, ils ont fait un pré-test pour voir en fait où se situait leur élève. Est-ce qu'ils sont capables de bien déterminer l'information ou non? Ensuite, on leur a appris les techniques, donc comment vérifier la source, comment vérifier une affirmation, une image en ligne, comment savoir si l'image a été truquée ou utilisée hors de son contexte original. Et à la fin, on leur a donné un autre test pour voir est-ce que ça fonctionnait. Et oui, absolument. Donc, l'étude a bien démontré que les jeunes ont rapidement appris les techniques et les ont mis en pratique. Et le plus important, c'est qu'ils ont été capables de déterminer, en tout cas à un degré beaucoup plus important, la fiabilité des informations et des sources. Donc, de cette façon, je crois que c'est la façon dont Civix a pu s'attaquer un peu donc à cette ce que parlait Paula, donc des théories de complot, mais aussi de la désinformation, la mésinformation qui je dis contribuent ou qui nourrissent un peu ces théories. Donc nous on s'attaque un peu de cette façon-là. On essaye vraiment d'aller chercher les jeunes, donc
parce que les jeunes sont en ligne et qu'ils vont rester en ligne. Donc, si on peut leur donner les bons outils, les aider à développer les bonnes compétences dès qu'ils commencent à avoir un profil en ligne, être sur les réseaux sociaux, c'est le bon moment de leur donner les aider à développer ces compétences, en fait, pour que ils soient capables de bien naviguer, je dirais, donc cette vague d'informations qu'on retrouve en ligne. Donc voilà, j'ai d'autres. S'il me reste encore du temps, j'ai encore quelques outils à vous montrer. Oui, tu peux en profiter, Dana. Mais je retiens mes questions, mais vas-y, prends le temps nécessaire. Oui, OK. En fait, voilà. Et une autre, en tout cas, je ne vais pas trop m'étaler sur la 5G, la désinformation concernant la 5G, parce que je crois que Paola a bien fait le tour. Mais c'est sûr que c'est ce qu'on a entendu le plus souvent durant la pandémie, parce que en fait les deux se sont comme propagés un peu en même temps, la pandémie de un côté, puis ensuite on a voulu déployer les installations pour la 5G. Donc le lien qui a été fait entre les deux, surtout dans le monde conspirationniste, dans le monde des théories conspirationnistes et sur les réseaux sociaux, ça a vraiment explosé. En tout cas, pour nous, je veux pas dire que c'est bien, mais ce que ça fait, c'est que ça nous donne des bons exemples à aller chercher et parce qu'on utilise vraiment des vrais exemples qu'on tire des réseaux sociaux pour montrer aux jeunes, pour les aider à vérifier si c'est vrai. Donc, on va leur montrer une publication Facebook ou une publication d'Instagram, puis on va leur dire, est-ce que vous croyez que c'est vrai ou faux? En fait, je vais vous peut-être juste repartager encore une fois rapidement ici. Donc, si vous voyez un peu, ça c'est ça faisait partie de l'étude, mais c'est aussi un peu comment fonctionne le programme. C'est on leur montre un exemple et ils doivent dire si c'est fiable ou non, mais non seulement ça, mais aussi à quel degré de confiance est-ce qu'ils pensent que c'est fiable. Donc c'est parce que c'est là aussi que c'est important de mesurer, je crois, de voir en fait si ils sont certains qu'une information est fiable ou non, ou est-ce que c'est bon, peut-être, je sais pas, je passe à une autre. Donc c'est aussi là que l'étude nous a aidé à voir, une fois qu'ils mettent en pratique les bonnes compétences, ils sont beaucoup plus certains de leur décision de dire oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Donc voilà, donc on prend des images un peu comme ça des réseaux sociaux, surtout celles qui font le tour, qui ont beaucoup de partage, parce que ça risque aussi d'être des exemples qu'ils voient dans leur quotidien. Donc c'est important de les faire réfléchir aussi à tout ça, à des choses qu'ils peuvent partager eux-mêmes ou des choses qu'ils peuvent voir par eux-mêmes en ligne. Et donc, dernière chose que je pourrais dire, c'est on s'est aussi un peu attaqué aux bulles de filtre. Donc, vous savez sûrement, Paola en a souvent entendu parler, j'imagine, dans le monde des théories des complots. Le problème, c'est qu'en fait, en ligne, quand on aime quelque chose ou quand on lit quelque chose, on a beaucoup plus tendance à voir des choses qui disons, qui sont d'accord avec notre point de vue, des choses qui sont en lien, et souvent ça mène aussi à des extrêmes. Donc on va se rendre, mettons, on veut apprendre comment faire des muffins, mais on se rend rapidement sur un site d'extrême droite ou peu importe. C'est que les algorithmes sont faits pour tirer notre attention, pour avoir notre attention et pour nous garder sur la page. Et c'est un peu de cette façon qu'ils le font, c'est de toujours nous montrer du contenu que l'algorithme pense que nous on va lire, on va vouloir voir. Et donc on a créé un jeu aussi pour les jeunes. Encore une fois, c'est pour les enseignants, pour que les enseignants puissent jouer avec leurs élèves en classe. Donc c'est pour les aider un peu premièrement à connaître, à savoir c'est quoi une bulle de filtre, parce que souvent
il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'on peut se retrouver très rapidement dans un cercle où toutes les personnes sont d'accord avec nous et on voit seulement des informations qui se rapportent à ce qu'on croit. Donc, on a créé deux fils de nouvelles, deux fils de pensée. On a créé une petite histoire et en fait, dans la classe, les élèves reçoivent le fil A ou le fil B, mais ils ne savent pas que l'autre moitié de la classe a un autre fil de nouvelles, on appelle ça le fil de pensée. Et donc, ils lisent les headlines, les nouvelles, et après, on leur demande de voter sur un sujet. Et c'est clair que la moitié de la classe va voter pas comme l'autre. Donc, chacun va voter selon ce qu'il a lu en ligne. Et c'est à la fin que l'enseignant va leur dire, en fait, vous n'avez pas lu la même chose. Et c'est pourquoi, parce qu'en fait, les jeunes, ils sont très surpris de voir quand vient le temps de voter mais pourquoi mes collègues, mes camarades de classe ne votent pas comme moi? C'est très surprenant pour eux de s'apercevoir que en fait, on voit pas la même chose en ligne et ça affecte grandement nos opinions, nos décisions vraiment dans la vie. Et donc, juste pour finir cette boucle, donc ça se rapporte encore une fois à notre démocratie. Et si on parle d'élection, de voter surtout, pourquoi est-ce qu'on vote pour un ou une candidate et non une autre? Est-ce que c'est parce qu'on ne lit pas les mêmes choses quand on est en ligne ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Donc, c'est vraiment des questions qu'on essaie de se poser chez Civics. Et Dana, comme parent, ce sont des questions fondamentales. Parce que pour te faire une anecdote, quand moi je l'avais fait, c'était dans une classe de 6e année. C'était du multi-âge. Et je faisais la formation sur les médias, donc d'être critique par rapport aux médias. Puis il y avait même une confusion entre un parlement et les partis. Les partis ont des règles et le Parlement a des règles. Puis ce qui se passe à Ottawa, c'est une chose, ce qui peut se passer au Québec, c'est autre chose. Puis même, ça va aller jusqu'à la vie municipale, d'un point de vue municipal avec ses élus. C'est extrêmement important que les gens sachent que ça existe, surtout à cette époque-ci où on se demande à qui avoir confiance. Et là, j'ai envie de reprendre un chiffre que tu as mentionné qui m'a étonné, mais agréablement surpris. Tu disais les niveaux de confiance au niveau des gouvernements qu'il y avait plus de confiance au Québec par rapport à nos gouvernements du Québec que le reste du Canada. Est-ce que tu peux développer légèrement par rapport à ça? J'ai trouvé ça assez fascinant, si j'ai bien compris ça, bien entendu. J'ai trouvé ça aussi fascinant, mais dans l'article, on n'y va pas très loin pour expliquer pourquoi le niveau de confiance sont plus élevés au Québec. Peut-être que la politique ici au Québec, les gens comprenaient. Ce qui est ressorti, je pense, dans le sondage, c'est que les gens comprenaient davantage ce qui se passait au niveau de la COVID-19, comment le gouvernement gérait ça. Les gens aussi s'informaient plus au niveau du gouvernement provincial que le niveau fédéral, alors que les répondants d'ailleurs du Canada, ils s'informaient davantage du gouvernement fédéral que leur gouvernement provincial. Donc c'est ce qui était ressorti le plus. Ce qui me fascine, il y a même des collègues, on va prendre des questions aussi parce que Maude, elle me fait des clins d'œil. Ce que je vous dis, c'est un petit peu un éditorial personnel. Il y a des gens des fois qui disent que les gens du Québec sont un petit peu plus naïfs que les autres. Il faut les prendre en charge. Mais si on a confiance auprès de nos gouvernements, fait qu'on est déjà dans l'action versus toutes les théories de conspiration qui peuvent exister ailleurs, mais je pense qu'on est capable d'avoir confiance en nous, dans ce que nos gouvernements peuvent faire. Puis si on est dans une francophonie, bien, on a le droit aussi d'être solidaire par rapport à ça, puis comment on est capable d'avancer tout le monde ensemble et d'avoir aussi un clin d'œil sur l'éducation aux médias et d'être critique par rapport à ces trucs-là. Puis Dana, j'espère qu'il y a plus d'écoles qui s'inscrivent en ce moment parce qu'on a quand même des élections provinciales au mois d'octobre prochain. Puis c'est des contextes qui permettent de simuler ces projets-là. Mais j'ai envie de prendre des questions aussi de Maude parce que je pense qu'il y a 2-3 questions aussi. Merci beaucoup pour votre contribution. Je suis très, très, très heureux de vous avoir rencontré et ça me touche beaucoup en tant que parent, mais aussi en tant que citoyen.
Merci, François. Effectivement, on a 2 questions du public qui sont arrivées dans le chat. Une première question de Philippe Chevalier. Et pour vous remettre en contexte, mesdames, c'était pendant la présentation PowerPoint précédente. Donc, on veut savoir comment est bâtie la définition d'un billet de conspiration. Pour répondre, je pense pas qu'il y ait un billet de conspiration. Ce qu'il y a dans la littérature, c'est un billet de confirmation ou dissonance cognitive. Et si on revient à la théorie de la dissonance cognitive ou du billet de confirmation, les individus seraient des avares cognitifs et choisiraient une façon de penser qui ne demande pas trop d'efforts au lieu d'un processus analytique plus éprouvant. Et comme elle expliquait Dana, c'est grâce aux bulles filtrantes ou aux algorithmes de recommandation, les personnes vont rester sur leur faim et les sites vont, on va rester sur les mêmes sites et on va rester toujours sur notre faim, donc on va toujours être relié dans un écosystème qui répète les mêmes informations à chaque fois. Donc c'est plutôt un biais de confirmation ou de dissonance cognitive. Maud, as-tu une autre question? Oui, absolument. On a Mélissa Emradi Ketchichian qui nous demande « Est-ce que le contexte de pandémie a amplifié les théories du complot et la désinformation? » On en entend beaucoup plus parler, mais est-ce que c'était tout aussi présent avant et là, on fait simplement plus en parler ou est-ce que ça a toujours été comme ça? Dana, si tu veux commencer, puis après, je peux D'accord, oui. Je ne sais pas s'il y en a plus de désinformation à cause de la pandémie, mais je dirais que peut-être les conséquences sont beaucoup plus visibles parce que quelles sont les conséquences de, mettons, des mésinformations concernant les vaccins? Ça veut dire que les personnes ne vont pas se faire vacciner. Ou peut-être qu'il y a des traitements comme le bleach, l'eau de javel qu'on injecte. Ça, c'est des conséquences vraiment physiques qui ont un impact vraiment sur la vie des personnes. Et pareil pour la 5G, on peut voir que des installations qui sont détruites, des techniciens qui sont attaqués, ça, c'est vraiment des choses qu'on peut voir. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y en a plus? Je sais pas, mais je dirais vraiment que les conséquences sont plus visibles. Excuse-moi, j'ai une image qui m'est venue immédiatement quand tu parlais de ton exemple, Dana, et de voir un président américain qui suggère de boire du Clorox parce que ça te permet de te nettoyer aussi, puis que la chef de la santé qui est comme ça dans la salle des médias, qui fait comme à qui faire confiance à ce niveau-là, puis qui devrait instaurer cette confiance-là et qui sont nos leaders. Mais Roula, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, mais pour moi, c'était l'image complètement extraordinaire et qui a reviré et que des gens ont cru, malheureusement. Jusqu'à temps que Clorox dise « Ne buvez pas du Clorox, vous pouvez en mourir quand même. » Ouais, c'est assez surprenant. En fait, je suis du même avis que Dana. On n'a pas beaucoup de données probantes, particulièrement au Canada, pour pouvoir comparer le taux d'adhésion aux théories conspirationnistes avant et pendant la pandémie. Par contre, ce qu'on a remarqué davantage, c'est la vitesse d'adhésion qui est beaucoup plus élevée. On voit par exemple que pour la COVID-19, des thèses conspirationnistes qui normalement prendraient ou mettraient plus de temps, voire des années à s'installer, en fait, les gens y croient et puis partagent en fait plus rapidement et sont beaucoup davantage plus exposés à ce genre de thèse en ligne. Et donc oui, la vitesse d'adhésion est plus importante. Et il faut pas oublier, ça fait 2 ans on parle de Covid-19 et les écosystèmes où se diffuse ce genre de théorie, il y a assez de contenu pour que les gens y adhèrent. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Je vais vous donner, juste en conclusion, avant de passer au prochain panel, j'ai travaillé beaucoup dans le secteur des médias numériques et même des portails d'information, des trucs comme ça. Souvent, ce que les gens ne comprenaient pas, c'est que les plateformes numériques ont besoin de générer de l'inventaire publicitaire. Et là, les contenus aujourd'hui
fait en sorte que, comme on dit en français, ça spin beaucoup plus rapidement, c'est partageable beaucoup plus rapidement, parce que ces unités d'affaires-là doivent générer de l'inventaire publicitaire. Contrairement aux médias traditionnels, qu'ils soient radio, télévision ou même panneaux d'affichage et magazines, on connaît nos inventaires publicitaires, on essaie de les monnayer parce qu'il y a une forme de réglementation qui est associée avec ça, c'est régi. Et c'est comme si, avec l'exagération de toutes les plateformes médiatiques qui permet de spinner du n'importe quoi sur la planète beaucoup plus rapidement, on revient à la confiance qu'on peut avoir de certains médias traditionnels pour tenter de faire une synthèse de ce qui se passe. Dans d'autres cas, on décide de lancer des chaînes de télévision publiques qui peuvent mentir aussi. On voit ce qui se passe en Russie. Mais c'est comme si on veut revenir à terme vers le rôle des médias traditionnels pour être capable d'en faire une synthèse. Et ce qui est fascinant, on l'a très vu dans la course aux élections aux États-Unis, Fox versus CNN, et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas. Mais encore une fois, c'est des enjeux de confiance, être critique par rapport à ce qui est proposé et consulter différentes personnes sur ces vérités-là, mais pas être pris dans un écosystème fermé et de partir sur des théories qui peut générer énormément d'anxiété. Donc, j'adore le sujet, mais Roula, j'ai envie de t'offrir une conclusion par rapport à ça parce qu'on pourrait en parler encore énormément. Ben, je pense que le plus important à retenir, c'est de prendre vraiment au sérieux les préoccupations des gens et leur inquiétude parce que par rapport à la 5G ou d'autres technologies à mettre en place, je pense que ça prendrait vraiment beaucoup de vulgarisation, de sensibilisation à ces enjeux, aussi de vulgariser et de sensibiliser les gens qu'il y a des ressources qui existent, notamment ce qu'on propose, ce que Dana et ses collègues font. Donc, je pense que c'est le plus important et c'est ce qui permettrait d'avoir une société beaucoup plus épanouie, beaucoup plus équilibrée, où où on peut véritablement engager un dialogue qui est sain. Exactement. Merci beaucoup, Roula. C'est un privilège. C'est Raoula. Raoula, désolé. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Dana, merci beaucoup d'avoir été là. Soyez prudente, mais s'il vous plaît, continuez vos missions, puis on va être capable de le partager dans notre écosystème, et surtout si ça aide la francophonie, pourquoi pas. Un gros merci. Bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.